pour moi, c'est un livre formidable, très riche, avec une somme, enfin c'est une sorte de somme pour l'instant, une somme à la fois théorique, conceptuelle, mais une somme entre guillemets amoureuse d'un certain nombre de films. Il y en a beaucoup, hein, beaucoup qui sont cités, beaucoup qui sont commentés dans le livre de Jean-Jacques. Et pour moi, c'est une somme aussi qui représente une forme de déclaration de vie, une vie qui continue après la rupture majeure dans l'histoire, donc une rupture initiée, comme on sait, par l'extermination des Juifs, par les nazis, une vie qui, grâce au grand cinéma, comme tu le dis, Jean-Jacques en effet parle dans son livre de grand cinéma, peut-être on en dira deux mots tout à l'heure, hein, de ce qu'il entend par là. C'est un terme qui m'a interpellée, qui m'a aussi touchée, qui se distingue donc d'un cinéma qui ne serait pas grand, on en reparlera sûrement, et qui, comme tu le dis, donc Jean-Jacques, continue de faire rêver par la trame des images et de remettre en scène de la subjectivité. Alors, rêver de réparer l'histoire. Rêver de réparer l'histoire, c'est un titre que je trouve très, très intéressant et qui a une ambiguïté dans son titre, parce que tout d'un coup, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 jours, en pensant à ce titre, tout d'un coup, je me suis dit, mais rêver de réparer l'histoire, on peut l'entendre comme un rêve qui serait d'une histoire à réparer, que chacun pourrait en rêver. Et tout d'un coup, je l'ai entendu autrement. Je l'ai entendu à l'envers. Je me suis dit, on rêve de réparer l'histoire. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'il y aurait de l'histoire à réparer qu'il y aurait du rêve requis. Voilà. Hein. Comme on dirait, mourir de ne pas aimer, si vous voulez. Hein. Mourir de ne pas aimer. Donc rêver de réparer l'histoire. Et ça m'a semblé un sens intéressant. Hein. Puisque dans rêver de réparer l'histoire, on parle d'une rupture qui a eu lieu, bien sûr, et que c'est à partir de cette rupture que le rêve devient une nécessité. Que le rêve serait remis en fonction. Alors, un rêve que le cinéma, j'allais dire, remet en fonction via les images, via les films, donc via la possibilité finalement de faire métaphore à partir donc d'une rupture. Hein. Comme on retisse quelque chose, comme on refait, je dirais, un voile, comme on refait de l'imaginaire. Alors évidemment, pas comme avant, c'est ce que tu dis dans ton livre. C'est-à-dire qu'il y a, après cette rupture, il y a une manière de filmer, une manière de se remettre au cinéma ou derrière une caméra qui n'est pas tout à fait celle qui était la manière d'avant. Voilà. Alors, il y aurait donc dans ce livre quand même une remise en vie. Et comme tu le dis, j'ai envie de faire cette référence, comme tu le dis toi, citant Freud, à propos de Sabina Spielrein. Sabina Spielrein, qui était une patiente donc, de Freud, la petite avait raison, dit-il. Sexualité et mort sont liées, de telle sorte qu'il y a un léger avantage de la vie sur la mort. Tant qu'on vit, et là je cite Dolto, c'est à ça que cette phrase m'a fait penser, tant qu'on vit, c'est qu'il y a de quoi. Disait Dolto, qu'il y a encore de quoi. Voilà. Alors ce léger avantage de la vie sur la mort n'a pourtant rien des lendemains qui chantent. Hein. Un dévoilement inédit, inouï dans l'histoire de l'humanité, celui de la mort et du sexuel, ces 2 instances refoulées dans l'inconscient qui ne le sont justement plus, ou plus comme avant. Le cinéma, donc, serait une sorte de fil à plomb, c'est du moins ainsi que j'ai entendu une des thèses de ton livre, pour remettre ces 2 dimensions, mort et sexualité, via les fictions qui s'organisent, se tissent autour, donc pour remettre ces 2 dimensions au cœur de l'humain, évitant ainsi leur chosification. Voilà. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une manière, et c'est très important, je trouve, c'est un livre important sur ce plan notamment, car la psychanalyse, donc là je cite Jean-Jacques, page 32 précisément, la psychanalyse questionne et se fait questionner par le cinéma. Le cinéma psychise le collectif et politise le sujet en tant que le spectateur est un citoyen. Or, de nos jours,
l'image fait partie du langage. Voilà. Enfin, le langage ne peut être réduit au son et aux mots émis par la bouche. Malgré tout, notre époque, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, est centrée sur ce qui définit l'humain qui parle, son lien au langage. Alors là, dans ce passage-là, justement, tu vas être amené à évoquer Un chien andalou, le grand film de Buñuel, dont on peut dire qu'il fait partie du grand cinéma, en effet. Dans Un chien andalou, on coupe l'œil d'une femme, mais n'est-ce pas le regard lui-même qui est coupé, l'organe outil du cinéma? Jean-Jacques, tu poses la question. Buñuel et Dali disent qu'ils sont partis de rêves, d'associations libres d'images, sur le modèle du cadavre exquis, si apprécié des surréalistes. Le film qui en jaillit est un chef-d'œuvre du grand cinéma. Le rapport entre image et parole implique la responsabilité du spectateur, à l'instar de la responsabilité de l'analyste à l'égard de son désir, que Lacan décrit comme une libido à couleur de vide. Voilà, ça c'est un passage important, puisqu'en effet, cette image dans Un chien andalou, cet œil coupé par une lame de rasoir, que je n'ai jamais pu regarder personnellement, c'est une image qui m'est absolument insupportable, que dès qu'elle arrive, je fais comme ça, c'est très clair. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans ce regard coupé, incisé par le rasoir, et là, peut-être que maintenant je vais pouvoir le regarder, je me demande, puisque grâce à Jean-Jacques, j'ai un petit peu vu cette image autrement, c'est-à-dire pas seulement dans sa dimension de réel, mais dans ce qu'elle représente. Et dans ce qu'elle représente, je trouve ça très fort, ce que dit Jean-Jacques, très intéressant en tout cas, c'est-à-dire qu'on est invité, avec cette image, à une sorte d'équivalence métaphorique où on pourrait y lire l'entrée, donc, enfin, comme si on pouvait y voir dans le regard de l'autre, comme si un regard allait s'ouvrir et qu'on allait avoir accès à une subjectivité, à une intériorité et donc à l'intime du fantasme. Voilà. C'est un petit peu ce que tu dis, et je trouve que c'est vraiment intéressant comme interprétation tout d'un coup, et c'est un film inaugural en quelque sorte, hein, qui ouvre à cette idée-là. Hein. Tout d'un coup, à partir de la grande histoire traumatisante, si vous voulez, hein, de la rupture traumatisante de l'histoire, quelque chose de l'intime est mis à mal, hein, quelque chose, tout d'un coup, va être effracté, et comme si, du coup, à partir de là, quelque chose que le cinéma venait réparer, en effet, enfin le grand cinéma du moins, je le rappelle, toujours le grand cinéma, venait faire métaphore et réparer quelque chose de l'intime, permettre que quelque chose de l'intime soit partageable, hein, remise en partage. Voilà. Alors, bien sûr, dans les salles obscures, pas seulement, mais on est là invité tout d'un coup, mais de manière absolument inédite, je crois, comme jamais dans l'histoire de l'humanité, hein, à pouvoir tout d'un coup avoir accès à quelque chose d'une subjectivité en acte, en marche. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le cinéma? Comment dire? Quelle est l'efficacité du grand cinéma? Alors, c'est un réalisateur dont tu n'as pas parlé, mais qui m'est venu à l'esprit quand je me suis posé la question, parce que j'avais été assez impressionnée par un film il y a quelques années qui s'appelle Gosford Park, un film de Robert Altman, un des derniers d'Altman, où pour ceux qui ont vu le film, c'est une sorte de polar à l'anglaise, qui en fait n'est qu'un prétexte, puisque le film parle essentiellement des rapports de classe. C'est un très grand film sur les rapports de classe, sur les rapports des maîtres et des valets, pourrait-on dire. Et dans ce film, il y a un personnage, donc la maîtresse du château, en fait, qui est interprétée par Christine Scott Thomas. Et c'est l'époque où les Anglais, un peu riches, ont des rapports avec les États-Unis, notamment avec les Américains, notamment sur le cinéma américain. Alors, le château invite
une équipe de réalisateurs qui doit faire un film dans la région, et donc les acteurs du film sont invités au château. Et il y a une scène incroyable où Christine Scott Thomas invite dans sa chambre un des jeunes acteurs, et elle le reçoit, elle ouvre sa porte, donc elle le reçoit, c'est une scène de séduction, hein, bien sûr, elle le reçoit, le visage couvert de crème, c'est-à-dire qu'elle est dans son masque de nuit, elle a un masque au concombre, quelque chose comme ça, et alors c'est une scène frappante, et donc l'acteur est invité à rentrer dans cet appartement, et aussi à avoir une place dans son lit, sans qu'elle ait ôté sa crème de nuit. Voilà. C'est une scène saisissante, puisque sans qu'on s'en rende bien compte, c'est une scène qui marque. Et l'efficace de cette scène, c'est vraiment intéressant. Et le cinéma seul peut faire des choses comme ça. C'est parce qu'il y a un feuilletage sémantique, un feuilletage qui est tout à fait intéressant, justement, à déplier. Hein. Car qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en fait, cette femme, dans sa position fantasmatique, avec la classe qu'elle occupe, s'autorise à faire rentrer la sexualité et donc ce jeune homme au titre. Donc, comme si sa sexualité faisait partie de son hygiène intime. Voilà. Hein. C'est-à-dire que le jeune homme a une place, si vous voulez, équivalente au masque de concombre. Il faut qu'elle baise pour avoir un beau teint, pourrait-on dire, et que le fait qu'elle ne prenne pas la peine, hein, si vous voulez, d'apparaître comme femme séduisante, hein, de jouer un jeu où l'autre pourrait être un interlocuteur valable du coup, c'est-à-dire qu'elle pourrait le considérer comme étant à séduire. Hein. Elle le fait pas. Et ça met l'autre au rang d'objet sexuel, hein, qui fait partie de ses commodités, pourrait-on dire. Voilà. Et c'est tout à fait politique. Hein. C'est une scène qui a tout à fait une valeur politique. Et c'est d'une efficacité redoutable. Voilà. Et c'est ce que peut permettre le cinéma. Voilà. Bon. C'est juste un exemple de l'efficacité cinématographique. Bon, évidemment, c'est un exemple, je viens de me rendre compte en vous donnant cet exemple, j'aurais pu en prendre un autre, mais j'ai peut-être été sensible comme femme à cette scène particulièrement. Hein, elle m'a frappée, subjectivement particulièrement. Voilà. Alors, évidemment, hein, il y en a d'autres, et dans le livre de Jean-Jacques, il y en a un certain nombre où Jean-Jacques parle de cette efficacité à nul autre pareil. Hein, c'est vraiment très intéressant. Alors, bon, il y a dans ton livre, Jean-Jacques, quelque chose que j'ai envie de reprendre par rapport à l'ouverture, à quelque chose qu'a repris Anne-Marie Houdbine, qui m'avait frappé le jour de sa présentation. Anne-Marie Houdbine a remis donc en jeu quelque chose sur lequel tu insistes, hein, bien sûr, qui est le terme d'affirmationnisme. Alors, ça, je trouve vraiment que c'est quelque chose d'important, puisque ça nous permet aussi peut-être de lire l'actuel, et notamment l'actuel avec le religieux et les meurtres commis par Daesh, par le djihad, etc., où on a l'impression, et je crois malheureusement que ce n'est pas une impression, que ce sont des ennemis avec lesquels on ne peut pas négocier, hein, quelque chose qui est tout à fait impossible, comme si réellement on avait affaire vis-à-vis d'eux, justement, hein, à l'affirmationnisme. Quelque chose qui est tout à fait, affirmé, du donner la mort, hein, voilà, et où il n'y a pas de question. Il n'y a absolument aucune subjectivation directement de la mort qui est donnée. Voilà. Et je pense que ça rejoint ce que tu dis sur, en effet, que la mort serait, comme la sexualité, devenue un objet distribuable, hein, à partir de la Shoah. Voilà. Alors, Anne-Marie Houdbine le remet en question à partir donc du film sur Douche qui a été réalisé par Ritipan, hein, Douche, le maître des forges de l'enfer. Voilà, donc tu en parles, page 175, et c'est l'affirmationnisme qui s'oppose, bien sûr, comme on l'entend, au terme de négationnisme. Alors, évidemment, dit Anne-Marie Houdbine, comme tout terme, il sera polysémique, il évoquera d'autres sens que son seul énoncé, significatif hors contexte, mais
Cernons-le un peu, dit-elle, il contient manifestement affirmation, la clameur sans déni du crime. Ça, c'est vraiment enfin, je trouve que c'est une manière de définir l'affirmationnisme tout à fait remarquable. La clameur sans déni du crime. Voilà. Et c'est à cette froideur-là, cette froideur meurtrière qu'on a affaire maintenant. Tu cites, alors, excusez-moi, je fais juste une parenthèse, mais Jean-Jacques parle de très très nombreux films dont, qui vraiment met en valeur et met à l'honneur un certain nombre de réalisateurs, dont Inarritu, c'est-à-dire le réalisateur de Babel notamment, 21 grammes, Babel, Beautiful, Birdman, le dernier, voilà, bon, qui pour moi, en effet, fait partie des grands réalisateurs. Alors, grands réalisateurs, justement, en y réfléchissant, je me suis dit que, qu'est-ce que c'était pour moi? J'ai été frappée, en effet, par un certain nombre de films où on a affaire à du fantasme déplié. Voilà, on a affaire à un réalisateur qui part de son fantasme et qui, dirait-on, reste dans l'enfermement de son fantasme, c'est-à-dire ne le raccroche pas à quelque chose de potentiellement adressé au collectif. C'est comme si ça passait pas la rampe. Et comme si, du coup, on avait des films, en effet, on peut être sensible peut-être à cette dimension, quand on voit un film, on voit un fantasme déplié qui tourne en boucle, dont on dirait que ça ne dépasse pas la rampe, ça ne passe pas la rampe, hein, ça ne va pas plus loin que la simple mise en image d'un fantasme, avec quelque chose qui reste piégé, dirait-on, par la jouissance du réalisateur, quelque chose qui tourne en rond, hein, qui ne débouche sur rien, comme s'il y avait une adresse à l'autre qui est ratée, quelque chose qui ne peut pas franchir, hein, qui ne peut pas aller plus loin que le simple fantasme d'un sujet. Bon. Alors, il y en a un certain nombre, et tout d'un coup, il y a, bon, je pensais, alors ça ne regarde que moi, mais ça m'a fait penser à certains films d'Abel Ferrara, par exemple, hein, où on a l'impression d'être enfermé dans une espèce de cage psychique qui tourne en rond, avec des images comme ça qui sont balancées, comment dire, provocantes, balancées, et très saturées, hein, comme si on débouchait sur rien, et qui en effet ne donnent lieu à aucune reprise réflexive. On reste bouche bée devant une espèce de rideau d'images qui nous écrase. Et c'est sûr que dans ces images-là, il y a quelque chose d'un imaginaire saturé, comme si quelque chose manquait, je dirais une sorte de fil à plomb symbolique, hein, qui n'est pas présent, qui ne vient pas lester le scénario, qui ne vient pas lester la réalisation. Voilà. Et il y en a d'autres où ça se passe. Et on le voit bien quand on a l'impression que ça nous parle, hein, que quelque chose de tout d'un coup passe la rampe et où ça rejoint quelque chose d'un discours qui n'est pas uniquement basé sur un défilement, comment dire, un peu ivre, où seul le ruban du fantasme est convoqué. Alors, moi je trouve que c'est important ce grand cinéma, parce que quand on a affaire à du grand cinéma, quelque chose se produit. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation au sortir d'un film d'être un peu, non seulement bouleversé, mais aussi comme si quelque chose avait changé. Quelque chose nous change de l'intérieur. Voilà. Quelque chose s'est produit comme s'il y avait un déplacement, comme si on avait fait, comme on dit en psychanalyse, un peu un tour, un quart de tour, quelque chose qui se produit comme ça. Voilà. Je l'ai eu personnellement sur 2 grands documentaires. Je l'ai eu sur le procès de Nuremberg. Voilà. Je l'ai eu sur La nostalgie de la lumière de Patrizio Guzman, très, très grand film, justement sur la dictature, les morts, les disparitions, les corps qui disparaissent. Voilà. C'est L'image manquante de Ridipan, dont je voudrais dire 2 mots au passage. Alors Ridipan, il y a quelque chose de tout à fait bouleversant dans ce film, et aussi dans la position de ce réalisateur, du sujet Ridipan, si je puis dire. Ridipan, il se trouve que sur Facebook, on est amis comme ça, non, et qu'il a... je vais sur Facebook uniquement pour Ridipan, je peux dire, puisque Ridipan, et c'est tout à fait, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps,
j'enregistre systématiquement toutes les images, parce que Ritipan a cette particularité d'envoyer au moins 15-20 images par jour. Et des images de grand cinéma, justement. Alors, on a vraiment là toute une photothèque qui, grâce à lui, vraiment grâce à lui, il est vraiment poursuivi par cette question de l'image manquante. Je me suis dit qu'il balance comme ça 15-20 images par jour sur Facebook, il y a certainement un lien avec cette histoire d'image manquante. Alors, je voudrais vous lire quelques extraits, si vous voulez bien, d'un texte qui a été écrit par Catherine Dussart pour le dossier de presse du film. Catherine Dussart étant la productrice de l'image manquante. Hein, c'est un film qu'on aimerait bien pouvoir projeter, puisque c'est un film qui n'est sorti qu'en DVD, qui n'est pas sorti en salle, et qui est un véritable chef-d'œuvre, hein, dont vraiment je recommande le visionnage. Alors, au terme donc d'un cycle de plusieurs documentaires, Ritipan reste sur un sentiment d'inachèvement et peut-être d'échec. Vous allez voir comment ça croise la question de l'affirmationnisme. Hein. Échec donc face aux questions, face aux témoins, face à l'organisateur des massacres, Douche, et ses camarades dirigeants de l'époque. Qui utilise la parole abondante pour expliquer, justifier et exprimer surtout l'absence de regret. Seule l'image des exécutions, manquante à ce jour, imposera le silence aux responsables qui ont planifié ce délire collectif. Et c'est cette preuve image que Ritipan veut chercher, traquer à travers les témoins et les archives. Ritipan a mené un travail exemplaire et implacable sur la mémoire cambodgienne des massacres commis par le régime des Khmers rouges et sur la folie meurtrière d'une idéologie poussée à son extrême, ce communisme radical qui promettait un pays sans classe, sans monnaie, sans relations sociales ou familiales, bref, un égalitarisme poussé à son point le plus absolu. Il y a consacré, en 1989, un film sur l'histoire des camps de réfugiés du site 2, puis d'autres films jusqu'à S21, La machine de mort Khmer rouge, où les tortionnaires et quelques survivants du camp d'extermination se rencontrent et se parlent. Cette année, après un an de montage, il a achevé un nouveau documentaire, Douche, le maître des forges de l'enfer. Kang Kev Hung, dit Douche, un des organisateurs de l'extermination de masse planifiée par le régime Khmer. Il a dirigé la torture, puis la mort de 40 000 personnes au centre M13 dans la jungle, puis de plus de 12 000 personnes au centre S21. D'une certaine façon, Ritipan pensait et sans doute espérait en avoir fini avec ce travail de mémoire dans l'idée de pouvoir tourner la page. Mais non, impossible de tourner cette page, impossible de passer à autre chose. C'est de ce constat que part Ritipan pour ce nouveau projet. Une image manque, celle de la preuve irréfutable qui condamnerait Douche au silence, simplement au silence, devant l'image administrée comme épreuve de réalité. Car Douche, dans ses interrogatoires, comme dans les entretiens, ne cesse de parler pour enfouir, pour taire, pour effacer. Il ne reconnaît aucune faute, ou s'il y a eu faute, c'était dans le respect de la loi du Kampuchea démocratique, Il est un homme dans sa cellule, dans une place qui n'est ni celle d'un homme banal, ni celle d'un démon. Supérieurement intelligent et cultivé, amateur de poésie, dont Alfred de Vigny, et de romans, Balzac, Douche a resté et reste un homme de méthode. Il est celui qui a fait de S21 une machine de mort, dominé par l'idée que toute personne qui entrait dans ce camp était forcément coupable et devait avouer avant d'être exécutée puis détruite afin qu'il n'en reste rien. Ritipan a, au cours de toutes ces années, mené un important travail de sauvegarde et de restauration des images d'archives de l'époque Khmer rouge. Ce travail n'est de loin pas achevé. Surtout, il a l'intime conviction que des images existent quelque part, des images des exécutions. Ces images précisément qui pourraient réduire Douche au silence. Douche et ses camarades toujours vivants et en cellule. Khieu Samphan, Nguyen Chea, Ieng Sari, entre autres. Des images qu'il n'a pas encore trouvées, des images évidemment clandestines, car quiconque filmait cela
quelconque filmait cela, s'exposait aux représailles du régime, c'est-à-dire à la mort. Mais il y a forcément des gens qui ont bravé cet interdit, qui n'ont pas respecté ou compris les règles de l'effacement. Il imagine cette image, Rittiphan, et il veut la trouver. L'image d'un homme exécuté par un Khmer rouge, d'un bébé qu'on jette contre un mur, d'une femme dont on fracasse la nuque d'un coup de barre de fer avant d'être égorgée dans la fosse. Des images aussi des enfants en haillant sur une route, des êtres affamés qui marchent dans les rizières. Les images d'un délire collectif érigé en système d'anéantissement humain. Ces images ont existé, puisqu'elles sont mentionnées dans les dossiers du camp S21. Certains de leurs auteurs sont sans doute encore vivants, mais elles n'ont pas encore affleuré à la surface du visible. Sont-elles cachées ou ont-elles été détruites, enterrées, brûlées? C'est donc un film de quête, fondé sur les archives des films de propagande, promoteurs du communisme radical Khmer Rouge et du mythe de Pol Pot, fondé sur la recherche aujourd'hui des fameuses images de preuve en quoi Rittiphan se situe clairement dans un champ polémique récent du côté de ceux qui pensent qu'on peut et doit montrer les images de l'extermination. Il n'est pas question d'inventer cette image par la fiction, mais de la chercher, de la trouver, de l'exhumer peut-être. Cette image manquante est le point de pivot de cette quête qui viendra clore un cycle de documentaires sur l'extermination de 1,7 million de Cambodgiens en 4 ans. Je veux filmer ma quête même dans la mémoire des témoins, les tiroirs des bureaux, les alcôves, les bibliothèques. Je veux questionner les témoins des lieux, en France, au Cambodge, car je sais que rien ne disparaît vraiment. Une quête habitée par le doute. Et si tout cela n'existait pas, ou plus, et où le doute lui-même sera filmé. Une quête qui porte aussi sur les propres tâches aveugles de l'auteur, sa maison d'enfance par exemple, celle d'avant l'extermination, où il n'a jamais pu retourner, qu'il n'a jamais trouvé la force de regarder. Ce film est en fin de compte un supplément très personnel, très intime, de quelqu'un qui ne peut plus dormir et qui cherche à se libérer de l'insomnie par l'acte d'image qui imposera le silence à l'organisateur de l'extermination. Ce film à la première personne est aujourd'hui possible. Donc, et je cite Rittiphan, qui pour la première fois a pris la parole en effet, a pu introduire le jeu dans le cycle de ces documentaires. À 13 ans, je perds toute ma famille en quelques semaines. Mon grand frère partit seul à pied vers notre maison de Phnom Penh. Mon beau-frère médecin, exécuté au bord de la route. Mon père, qui décide de ne plus s'alimenter. Ma mère, qui s'allonge à l'hôpital de Mong, dans le lit où vient de mourir une de ses filles. Mes nièces et neveux, tous emportés par la cruauté et la folie Khmer Rouge. J'étais sans famille, j'étais sans nom, j'étais sans visage. Ainsi, je suis resté vivant, car je n'étais plus rien. Voilà, je trouve un texte extrêmement fort, touchant. Et voilà, je finirai ma présentation en disant que peut-être aussi le livre de Jean-Jacques a cette importance, cette grande importance. Qu'est-ce qui fait qu'on réalise? Et je trouve que le terme de réalisateur, de réalisation est important. Puisque un grand réalisateur, c'est aussi quelqu'un qui nous fait réaliser. Voilà. C'est peut-être aussi un terme qu'on peut employer pour dire ce qui se produit après coup, dans l'après-coup d'un film, un grand film, pour un sujet. Cette espèce d'impression d'avoir été changé. On a réalisé quelque chose. Voilà. Quelque chose dans un donné à voir, qui fait sens, qui parle et qui produit un effet subjectif et une prise de conscience. Voilà. Et qui fait produire une prise de conscience par rapport peut-être à du refoulé, par rapport à ce qui n'était pas dit, par rapport à ce qui n'était pas interprété. En gros, ça fait interprétation. Allons, disons le mot. Voilà. Alors, quelque chose, je crois, dans ceux qui réalisent et qui ne peuvent pas s'empêcher de réaliser. La quête de Rittiphan est très parlante sur ce point. Il cherche à faire taire. À faire taire qui? Quelqu'un sans culpabilité, ou du moins qui ne la manifeste pas. C'est ça l'affirmationnisme. C'est quelque chose de la culpabilité qui a été atteint aussi. Quelque chose qui tout d'un coup s'en affranchit, ou prétendrait s'en affranchir. Voilà. Quelque chose là-dedans qui est tout à fait important. Car faire un film, c'est peut-être aussi continuer
continuer de s'adresser donc au monde et d'être dans le lien, dans le collectif. Et je crois que ça a partie liée à la dette. C'est témoigner que nous sommes tous liés par une dette. Voilà. Et que cette dette continue de nous lier. Qui prétend s'en affranchir dans cette dette? Moi, je pense que pour l'instant, voilà, par exemple, il y a un excellent article que je vous recommande de Robert Samacher, qui, comme dit Olivier Deauville, on peut le voir sur le blog d'Olivier Deauville, égratigne au passage Michel Onfray, qui, quand même, est un chantre d'une philosophie qui prétend justement s'affranchir de la culpabilité. Voilà. Or, on sait que la culpabilité est quand même par là où il y a du sujet. Voilà. Fondamentalement par là où du sujet vient au jour. Voilà. Et c'est un espace psychique. Être coupable, c'est avoir affaire pour chacun à un espace psychique. Voilà. Ça, c'est tout à fait important. C'est vraiment voilà, j'allais dire un des nerfs de la subjectivité. Voilà. Donc je m'arrêterai là-dessus.